nous allons tuer ton Dieu. Je ne parle pas de celui de l'Église. Je parle de celui que tu as construit, de tes propres mains. Le Dieu des likes, l'idole de la productivité toxique, la promesse vide que ta vie doit avoir un but brillant et emballé. Friedrich Nietzsche l'a déjà tué pour toi il y a plus d'un siècle, et depuis sa tombe, il te déteste pour essayer de le ressusciter chaque matin quand tu ouvres Instagram. Ton anxiété n'est pas une défaillance chimique, ton vide n'est pas une erreur. Ce sont les symptômes exacts, prédits en détail, de l'intoxication par les miettes de sens du nerf que Nietzsche a vu venir. On t'a vendu un ciel bon marché, fait d'objectifs de consommation et de validation externe, et tu es en train de te noyer dedans. Tu as l'impression de courir sur un tapis roulant, vers nulle part, parce que tout succès a le goût du carton. Et si je te disais que ce philosophe, cet homme que l'histoire a peint comme un fou moustachu, n'écrivait pas de la théorie, il écrivait le manuel de diagnostic de ta crise existentielle numérique. Il l'a fait parce que sa vie fut une version à vif de ton enfer privé, la douleur sans raison, le rejet, la trahison de tout ce qui était supposé sacré. Ce qui suit n'est pas un cours d'histoire. Ceci est une intervention d'urgence et tu as seulement une demi-heure pour prêter beaucoup d'attention. Et soit tu sors d'ici avec les outils pour forger ton propre sens, soit tu retournes dans le brouillard. Le choix, au moins pour cette fois, est le tien. Oublie les photos en noir et blanc, le buste en marbre poussiéreux. Pour comprendre pourquoi Nietzsche a réussi le diagnostic de notre siècle, tu as besoin de connaître le patient zéro, pas le philosophe, l'homme. Sa vie n'est pas une biographie avec des dates, c'est un manuel d'autopsie de tout ce qui nous rend malades. Un film d'horreur existentielle où les méchants ne sont pas des monstres. Ce sont les mêmes forces qui te harcèlent, toi, aujourd'hui. L'héritage toxique, la prison du normal, le désamour qui te définit et la douleur chronique qui ne te tue pas, elle te forge. Vilain numéro 1, l'épée brisée. Son père était pasteur, un homme bon, un pilier de la communauté, un représentant de Dieu sur terre. Et il est mort jeune, laissant un enfant nommé Friedrich avec une leçon brutale gravée au fer rouge. Les promesses les plus sacrées se brisent. La figure d'autorité suprême, celle qui sait tout, est fragile et disparaît. La première idole, celle du Père et du Dieu protecteur, s'écrase contre le sol. Par conséquent, la graine de la méfiance la plus radicale est plantée. Aucun système de croyance externe, aussi lumineux qu'il paraisse, n'est immunisé contre l'effondrement. Cela te semble familier? Change Dieu par le système, la méritocratie, le rêve, que si tu travailles dur, tout ira bien. La première fissure dans le monde des apparences, cela le mène à l'académie, à la philologie. Là se trouve le vilain numéro 2, la prison de la normalité. Imagine un esprit qui est un marteau, un instrument pour démolir et forger, enfermé dans une bibliothèque où il est seulement permis de caresser les livres avec des gants blancs. L'académie était cela, une usine de poussière, de consensus, de vérité morte consensuelle. Mais son cerveau ne supportait pas l'encens du temple. Ce qu'il voyait comme un champ de bataille d'interprétation, eux le voyaient comme un cimetière de faits. Par conséquent, il développe une haine viscérale, non envers la connaissance, mais envers la pensée de troupeau, envers la lâcheté intellectuelle qui préfère le confort d'un mensonge partagé au vertige d'une vérité solitaire. Ici naît le futur marteau. Cela te semble familier? Le curriculum vitae parfait contre l'appel de ta volonté, les règles du jeu professionnel contre l'idée hérétique qui brûle dans ta tête. Nietzsche a choisi l'hérésie et il a été expulsé de la respectabilité, son premier acte de liberté. Et alors arrive le vilain qui déforme tout, le désert affectif. Lou, Salomé, la femme intellectuellement brillante, libre, qui le rejette. Ce n'est pas un potin romantique, c'est la clé d'un traumatisme philosophique.
Parce que Nietzsche n'était pas un incel aigri, c'était un homme qui offrait son esprit le plus brillant, son projet d'une nouvelle humanité, et il a été rejeté en faveur de la médiocrité polie d'un ami. Par conséquent, ici, la compassion, l'amour romantique, tout ce territoire sentimental devient suspect, pas par misogynie, mais par une analyse impitoyable. L'affection, la pitié sont souvent les outils les plus sophistiqués pour la domestication. Pour dire « descends de là, sois normal, sois comme nous ». Lou n'a pas brisé son cœur, elle lui a démontré comment les liens humains peuvent être la chaîne la plus efficace pour l'esprit libre. Ça fait mal, imagine projeter ton chef-d'œuvre vital et qu'on te dise « c'est trop, nous avons tous été là ». Ce qui mène au vilain final est Maître, l'hôte de fer. Les migraines qui le clouent au lit pendant des jours, la vue qui s'éteint, le corps qui est une trahison constante, un cachot de douleur chronique. La majorité aurait abandonné, aurait écrit des pamphlets d'autocompassion. Mais ici se produit la magie alchimique nietzschéenne. La douleur ne le détruit pas, elle devient son atelier. Parce que dans l'obscurité de la chambre, sans stimuli, sans distraction, l'esprit devient son unique paysage. Il apprend à penser depuis la souffrance, non malgré elle, et de cet enfer physique jaillit l'idée la plus radicale, le hack définitif, la mort, fatigue, l'amour du destin. Pas la résignation stoïque, pas « tiens bon », c'est « ceci qui est en train de me tuer est aussi en train de me construire, c'est à moi. Et si je devais vivre cette vie infiniment, avec toute sa douleur, je la choisirais de nouveau parce que c'est la seule qui me transforme en qui je suis. » Sa maladie n'a pas été un obstacle à sa philosophie. Elle fut la forgeronne de sa philosophie. Vois-tu le schéma? Chaque tragédie n'est pas un fait isolé, c'est le coup de marteau qui forge le prochain outil conceptuel. La mort du père forge le marteau pour les idoles. La prison académique forge le mépris du troupeau. Le désamour forge le soupçon envers les chaînes affectives. La maladie forge la transvaluation de la souffrance. Ce n'est pas une vie intéressante, c'est un laboratoire de très haute pression où se cuisine l'antidote pour le nihilisme moderne. Et maintenant, avec l'homme nu devant toi, avec ses blessures exposées, tu es prêt. Parce que maintenant tu peux soutenir ces idées et sentir qu'elles sont encore chaudes, battant avec le sang de celui qui les a vécues avant de les écrire. Ce ne sont pas des théories, ce sont des cicatrices transformées en sagesse. Et tu as les mêmes blessures, il te manque seulement le marteau pour les forger en pouvoir. Ce marteau vient. Oublie l'homme, maintenant prends son marteau, parce que la biographie était le prologue, l'échauffement. Ce qui vient maintenant est l'entraînement de combats philosophiques. Les idées de Nietzsche ne sont pas une consolation, ce ne sont pas des perspectives intéressantes. Ce sont des bistouris conçus pour une opération à cœur ouvert dans ta conscience. Et nous allons commencer par l'incision la plus profonde, celle qui fait mal, précisément parce qu'elle touche la blessure que tu ne savais même pas que tu avais ouverte, et suppurante, celle qui explique pourquoi, au milieu de l'abondance matérielle, tu ressens ce vide qui engloutit tout. Concept 1. Dieu est mort. L'écho du silence dans ton appartement. Écoute la phrase à nouveau, mais retire-lui le drame théâtral, le halo de prophétie biblique. Gott ist tot. C'est un constat clinique. Nietzsche n'est pas un évangéliste annonçant le jugement dernier, c'est le pathologiste qui signe le certificat de décès du patient le plus important de l'histoire culturelle de l'Occident. Et il le fait avec la froideur de celui qui sait que, à partir de ce rapport, tout va se compliquer. Qui était ce Dieu qui est mort? Réduisons-le à sa fonction réelle, en lui enlevant la cape mythologique. C'était le système d'exploitation central de la réalité, installé par défaut dans le cerveau occidental pendant des siècles.
Un logiciel omniprésent qui répondait de manière autoritaire aux questions de noyau existentiel. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que la vérité? Quel est le but ultime de ma souffrance? Que se passe-t-il quand ce corps s'éteint? Ta valeur, ta place dans le cosmos, ton code moral venaient préchargés. Il n'y avait pas besoin de programmer, seulement de suivre le manuel d'utilisateur divin. Mais ensuite, lentement, des erreurs ont commencé à apparaître dans le code. La science a montré des incohérences flagrantes. Les Lumières ont exécuté le programme critique de la raison pure et le système a commencé à afficher des écrans bleus. Le doute n'était plus un péché, c'était un impératif intellectuel. Et ainsi, sans une annonce officielle, sans une panne générale, le système d'exploitation s'est corrompu, est devenu lent, inutile, et finalement, il s'est fermé. Dieu est mort, et nous, avec notre science, notre critique, notre modernité, sommes les assassins. Maintenant, transfère cette mort métaphorique à ta vie concrète, à 3h17 du matin, quand le dernier scroll de TikTok ne parvient pas à anesthésier le bourdonnement dans ta poitrine. Cela signifie que tu navigues la réalité avec un GPS qui contient seulement des cartes de 1850. Ta crise d'identité, ce « qui suis-je vraiment ?» qui surgit après l'université, après le premier travail, après la rupture, n'est pas un caprice générationnel. C'est l'écho du silence qu'a laissé la panne du système d'exploitation central. Le nihilisme n'est pas une philosophie sophistiquée que tu choisis à l'université, c'est l'état par défaut, l'écran bleu qui apparaît quand tu retires le logiciel qui donnait du sens et que tu n'installes rien de nouveau à sa place. Par conséquent, ton anxiété n'est pas un défaut de fabrication, un déséquilibre chimique isolé, bien qu'elle se manifeste ainsi. C'est de la logique pure. C'est la réponse biologiquement cohérente d'un animal, l'Homo sapiens, qui a évolué pour chercher des motifs, des causalités et des significations dans un monde hostile et qui est soudainement jeté dans un univers cosmologiquement indifférent qui ne lui offre plus un sens emballé et prêt à l'emploi. Nietzsche est en train de te crier depuis le 19e siècle. Arrête de chercher la carte dans les tiroirs. La carte s'est autodétruite. Ce que tu ressens dans ton plexus solaire n'est pas une maladie, c'est la vérité se faisant chair en toi. L'abîme n'est pas seulement là dehors, il te regarde depuis l'intérieur. Et la question maintenant n'est pas « pourquoi ?» mais « maintenant, quoi ?» Ce constat nous mène au premier croisement de chemin existentiel, à la première grande décision que tu ne prends pas une fois, mais que tu définis avec chaque petite action, avec chaque pensée non examinée de ta vie quotidienne. C'est la bifurcation entre deux types de nihilisme. Et dans ce choix se joue ta dignité ou ton esclavage futur. Concept 2. Nihilisme passif versus nihilisme actif. Le piège du ça m'est égal et la flamme de la liberté. Voici le piège dialectique où 99% des gens restent coincés, pourrissent spirituellement et meurent sans avoir vécu. Ils croient que le nihilisme est une seule chose, le vide, le désespoir, le non-sens, et ils s'installent là, croyant qu'ils sont profonds en le reconnaissant. Mais Nietzsche, comme un bon chirurgien, fait une coupe fine et découvre qu'il y a deux nihilismes. Et l'un d'eux est le cancer, l'autre, bien que douloureux, est la chimiothérapie. Le nihilisme passif est le roi incontesté de notre époque, l'air culturel que nous respirons. C'est la résignation élégante, habillée de cool. C'est le haussement d'épaules philosophique. À quoi bon? Tout est égal. C'est le système est pourri et ne peut pas être changé. C'est la plainte comme identité, la lamentation chronique qui devient la mélodie de fond de ta vie. Dans sa manifestation moderne la plus pure, c'est le scrolling infini sur les réseaux sociaux, une consommation passive d'indignation, de drames d'autrui, d'idéologies préfabriquées, d'une rage qui ne se canalise pas en action.
mais qui stagne et se transforme en cynisme. C'est attendre, avec l'espoir faible d'un mendiant, que quelque chose ou quelqu'un d'extérieur vienne injecter du sens, le partenaire parfait, le gourou spirituel, le parti politique sauveur, le travail avec un but, la thérapie miraculeuse. C'est la vie comme spectateur de ta propre défaite, justifiée par un « je ne peux rien faire ». Le monde est ainsi. Cela te semble familier? Bien sûr que cela te semble familier. C'est la drogue culturelle par défaut, l'opium des peuples postmodernes. Elle te donne une raison pour ne pas bouger, l'impuissance. Mais, et ce « mais » est un abîme qui sépare l'esclave du potentiel libre. Nietzsche découvre, dans le fond le plus obscur du vide, quelque chose de différent, le nihilisme actif. Et ce n'est pas un état final, un endroit où rester. C'est un point de départ, un outil brutal. Le nihilisme actif ne se résigne pas au « ça m'est égal ». Il le prend comme matière première. Il accepte la destruction des vieilles valeurs, non comme une tragédie, mais comme le premier et le plus nécessaire acte créatif. C'est le « tout est égal par conséquent ». J'ai la liberté absolue, terrifiante et glorieuse, de décider à quoi je vais donner de la valeur. C'est le brouillon radical dont parlait l'enfant qui va créer. Visualise-le ainsi, de manière concrète. Ta psyché est une maison dont tu as hérité. Elle est bourrée de meubles hideux, inconfortables, poussiéreux, que tu n'as pas choisis. Les « tu devrais » de tes parents. La définition du succès de ta culture, les rêves préfabriqués qu'ils vendent dans les publicités, la moralité grégaire de ta tribu. Le nihilisme passif s'assoit sur le canapé le plus laid, regarde le désastre autour de lui, soupire profondément, se plaint de la poussière à ses amis et attend, avec une foi pathétique, que quelqu'un, un sauveur, un leader, le marché, vienne un jour redécorer pour lui. Le nihilisme actif, en revanche, entre dans la maison, va au garage, sort une batte de baseball et une benne à ordures. Et il commence à casser. Il casse le buffet de « tu dois fonder une famille ». Il casse la lampe de « l'argent fait le bonheur ». Il met en pièces le tableau de « sois humble et ne te démarque pas ». Il ne le fait pas par vandalisme infantile. Il le fait pour faire de la place, parce qu'il sait, avec la certitude de l'artiste, qu'avant de pouvoir créer ton propre style, ton design authentique, tu as besoin du vide, de la pure potentialité, de la toile blanche. La destruction n'est pas la fin, c'est la condition de possibilité de la création. Par conséquent, chaque fois que tu brises intérieurement un « tu devrais hériter »,« je dois avoir un enfant à 30 ans », le succès est un poste de direction, la vie doit être heureuse et confortable. Tu n'es pas en train d'être négatif ou rebelle sans cause. Tu es en train d'exercer le nihilisme actif. Tu es en train d'utiliser le marteau. Le danger mortel, avertit Nietzsche, est de rester coincé dans la phase de destruction, parce que seulement détruire, sans rien créer de nouveau, te transforme en un monstre cynique, en un adolescent éternel, dont la seule identité est être contre. C'est la parodie du lion qui sait seulement rugir « non ». La destruction a un seul but digne, nettoyer le terrain pour construire, et pour construire quelque chose qui en vaille la peine, quelque chose qui ne s'effondre pas au premier vent de doute, tu as besoin de te connecter avec la force motrice, la plus fondamentale de ton être. Non, ce n'est pas l'ambition mondaine, c'est quelque chose d'infiniment plus profond et biologique. Concept 3. La volonté de puissance, le moteur qu'on ne t'a pas appris à allumer. C'est le terme le plus détourné, le plus vilipendé et le plus mal compris de toute la philosophie occidentale. Nous l'associons instantanément au fascisme, à l'ambition impitoyable des tyrans, au désir de dominer et de piétiner les autres. Et c'est tout le contraire. C'est une perversion grotesque du concept. La volonté de puissance, will sur Marx, n'est pas vouloir du pouvoir sûr. Ce n'est pas la pulsion du dictateur, c'est la force expansive intrinsèque de la vie elle-même. C'est l'impulsion biologico-spirituelle qui fait qu'une graine fissure le béton pour chercher la lumière.
C'est l'énergie qui te pousse à apprendre à jouer du piano à 40 ans, à courir 1 kilomètre de plus quand tu n'en peux plus, à maîtriser une langue, à résoudre un problème complexe, non pour un diplôme ou un applaudissement, mais pour la sensation pure d'expansion interne, de dépassement d'une limite antérieure. C'est ton code source le plus basique pour devenir plus, pour grandir, pour te dépasser toi-même. C'est la tendance de tout organisme vivant à non seulement se conserver, mais à augmenter, à intensifier son existence. Pense à un jeu vidéo qui te passionne. Joues-tu uniquement pour voir les crédits de fin? Ou y a-t-il quelque chose de plus? La pulsion d'améliorer ton habileté, de débloquer de nouvelles capacités de ton personnage, de vaincre ce boss qui t'a tué 10 fois, de sentir que ta maîtrise sur le système du jeu s'étend. Cette pulsion, ce vouloir plus, qui n'est pas de la cupidité mais de la croissance, cela est la volonté de puissance dans son état le plus pur et ludique. Tu ne rivalises pas contre d'autres joueurs, tu rivalises contre tes propres limites, contre la version d'hier de toi-même. Maintenant, pose-toi cette question brutale, celle que Nietzsche te mettrait dans un miroir. Ta vie actuelle, ton quotidien, est-elle une expression de ta volonté de puissance ou est-elle sa négation et domestication systématique? Analyse-le sans pitié. Ton entrepreneuriat, ton ascension professionnelle, est-ce seulement une machine sophistiquée pour générer de l'argent et acheter des symboles de statut acceptés? La voiture de luxe, la maison dans la zone premium, les vacances instagrammables. Cela n'est pas de la volonté de puissance, cela est du capitalisme spiritualisé. C'est de la volonté d'approbation sociale, c'est de la volonté de sécurité économique. C'est la force expansive et sauvage de la vie, parfaitement domestiquée, mise dans une cage dorée et entraînée pour tourner dans une roue qui valide les valeurs du troupeau. Tu as canalisé une rivière déchaînée pour qu'elle fasse bouger la grande roue d'un autre. La véritable question nietzschéenne, celle qui brûle dans la gorge, est celle-ci. Que créerais-tu? Vers quoi te propulserais-tu? En quoi te transformerais-tu si absolument personne au monde n'allait te donner un like, une reconnaissance publique, une augmentation de salaire, un seul centime ou une tape dans le dos en échange? Si ton action était invisible pour le monde, continuerais-tu à la faire? Là, dans cette motivation pure, nue de toute récompense externe, dépouillée du regard de l'autre, c'est là que réside ton authentique et singulière volonté de puissance. C'est le moteur qui continuera de fonctionner quand tous les projecteurs se seront éteints, quand le sens prêté se sera évaporé. C'est ton générateur d'urgence existentielle. Et ce concept est le pont en or. Parce que quand tu commences à exercer cette volonté de puissance authentique, quand tu crées et agis depuis ce lieu interne, tu es en train de faire le saut qualitatif, définitif. Tu cesses d'être l'animal réactif qui répond aux stimuli du troupeau pour devenir l'auteur, le législateur, l'artiste de ta propre existence. Tu es prêt pour la métamorphose. Et t'es qu'au concept 4, le surhomme Übermensch, la métamorphose qui t'attend. Oublie Superman, le héros infaillible de bande dessinée. Oublie le génie surhumain et inatteignable. L'Übermensch est quelque chose de bien plus radical, de bien plus terrestre, et, pour cela, bien plus terrifiant et porteur d'espoir. Ce n'est pas un être qui naît, c'est un processus auquel on arrive. Une direction, pas une destination. Nietzsche le décrit comme une métamorphose de l'esprit, une transformation en 3 actes cruciaux, 3 pots que tu dois muer. Premier acte, le chameau. C'est le point de départ de presque tous. Le chameau est l'animal de charge par excellence. Il baisse la tête avec docilité et accepte de porter les poids les plus lourds qu'on lui jette dessus. Quelle charge? Les valeurs héritées. Tu dois être humble, tu dois être utile et productif, tu dois chercher la stabilité, tu dois faire plaisir à tes parents, tu dois suivre la tradition. Le chameau ne questionne pas, il porte, il assume les « tu devrais » sociaux, familiaux, religieux, comme s'ils étaient des lois naturelles. C'est la phase de l'obéissance inconsciente,
de l'acceptation acritique. Nous naissons tous et sommes socialisés comme des chameaux, et une partie énorme de l'humanité meurt confortablement ou inconfortablement dans cette phase, avec le dos courbé par des poids qu'ils n'ont jamais choisis. Mais arrive un moment, souvent après une crise, une douleur, une révélation, où la charge devient insupportable. Elle n'est pas seulement lourde, elle est étrangère. L'esprit alors se rebelle et il réalise la deuxième transformation. Il se transforme en lion. Le lion rugit un non sacré, puissant, libérateur. Non aux dieux anciens. Non au tu dois. Non à la morale du troupeau. Non aux attentes qui asphyxient. Le lion est l'esprit de la critique féroce, de la négation nécessaire, de la destruction créatrice d'idoles. C'est le nihilisme actif, fait bête, avec griffes et crocs. Sa force suprême est celle de dire non, de gagner, à travers ce rejet, la liberté pour détruire les vieilles tables de valeur. Son cri de guerre est « liberté pour détruire ». Mais, et c'est le grand mais, l'abîme où s'écrasent les rebelles sans cause, le lion a une limitation fatale. Il ne peut pas créer de nouvelles valeurs. Son pouvoir est négatif, réactif. Il peut nettoyer le terrain, mais il ne peut pas construire la nouvelle demeure. Beaucoup de la rébellion contemporaine, le pur cynisme déconstructionniste, la colère politique sans projet, la critique permanente sans proposition, l'ironie comme bouclier, reste coincée, glorieuse et stérile, dans la phase du lion. C'est spectaculaire de rugir, mais à la fin, si tu ne fais que rugir, tu n'es que du bruit. Cela nous mène à la troisième et cruciale transformation, à laquelle peu arrivent, parce qu'elle requiert le courage de l'innocence. L'enfant. Innocence est l'enfant, et oublie, un nouveau commencement, un jeu, une roue, qui se meut par elle-même, un premier mouvement, un sacré, dire oui. L'enfant ne porte pas, comme le chameau, ni ne nie, comme le lion. L'enfant crée, il joue, il invente des mondes, des règles, des significations, sans le poids écrasant du pourquoi, du selon qui. L'enfant est le surhomme en puissance. Ce n'est pas un être surhumain avec des pouvoirs magiques, c'est l'être humain qui a dépassé son humanité esclave aux valeurs d'autrui pour atteindre son humanité souveraine. C'est l'artiste de sa propre vie, le législateur qui, ayant accepté qu'il n'y a pas de scénario divin ni de carte préétablie, écrit son propre scénario avec une joie tragique. C'est celui qui regarde le vide cosmique et, au lieu de pleurer, dit « Quel espace si merveilleux pour construire mon château ». Le surhomme n'est pas un but fixe que tu atteins et où tu te détends. C'est une direction constante, une boussole qui pointe vers l'autocréation perpétuelle. Chaque fois que tu prends une décision, non pas parce que c'est ce qui se fait ou c'est ce qui est correct selon les autres, mais parce que c'est une expression authentique de ta volonté la plus profonde et examinée. Tu fais un pas d'enfant, un pas vers l'Ubermensch. Chaque fois que tu crées une valeur nouvelle pour toi-même. Pour moi, la liberté créative vaut plus que la sécurité. Ma parole est mon temple, l'intégrité mon seul Dieu. Tu es l'enfant qui invente un nouveau jeu et joue sérieusement. Et c'est ici, à ce point de création souveraine, que toutes les douleurs, toutes les erreurs, tout le chaos de ton passé acquièrent une nouvelle signification. Ce ne sont plus des accidents à regretter, mais du matériel brut nécessaire. Cela nous mène au hack final, au truc de maître alchimique que Nietzsche a appris dans son propre calvaire physique. Concept 5. Amor fati, le oui. Le plus radical qui existe, c'est le noyau incandescent de tout, le joyau forgé dans la forge de sa migraine, sa solitude et sa douleur chronique. Amor fati. Aimer ton destin. Ne le confonds pas avec la résignation stoïque. Ce n'est pas le « tiens bon, supporte, cela aussi passera » du stoïcisme, qui peut être une forme de négation passive. L'amor fati est infiniment plus radical, plus actif et plus libérateur. C'est une affirmation joyeuse. Imagine que ta vie est un roman écrit par un auteur dément et génial.
Dans ce roman, chaque chapitre, même les plus obscurs et douloureux, chaque paragraphe, chaque mot, même ceux qui épellent, trahison, échec, maladie, perte, est absolument nécessaire pour que l'intrigue soit cohérente, pour que le personnage principal, toi, acquiert la profondeur, les cicatrices et la force qui le définissent. Amor Fati, c'est lire ce roman de ta vie et, au lieu de désirer avec angoisse pouvoir réécrire les chapitres tragiques, aimer chacune de ces pages avec une ferveur presque religieuse. Parce que tu comprends que retirer une seule ligne, adoucir un seul coup, serait détruire l'intégrité artistique de l'œuvre. Ce serait effacer une partie fondamentale de qui tu es. Ce serait un acte d'autocensure existentielle. C'est le fichier de sauvegarde définitif de ton jeu vidéo. Dans une partie épique, si tu ne pouvais en sauvegarder qu'une, sauvegarderais-tu la partie parfaite, prévisible, sans erreur, où tu as gagné facilement? Ou sauvegarderais-tu avec fierté la partie légendaire, pleine de défaites écrasantes, d'erreurs tactiques catastrophiques, de moments où tu as été au bord d'abandonner, mais aussi de victoires inattendues, d'apprentissages brutaux qui t'ont transformé en un maître? Amor Fati, c'est choisir de sauvegarder avec un clic définitif cette partie exacte que tu es en train de jouer maintenant, avec tous ses bugs, ses graphismes horribles, son boss impossible et sa fin incertaine. Et le faire avec un « oui » si catégorique qu'il résonne dans tes os. Ta rupture amoureuse la plus douloureuse, ton licenciement le plus humiliant, ton année d'anxiété paralysante, l'erreur que tu crois qui te poursuivra pour toujours, la trahison qui t'a marqué. Nietzsche ne te dit pas « surmonte ça ». Il te dit quelque chose de plus difficile et de plus puissant. Ne le surmonte pas, aime-le. Pas parce que cet événement en soi était bon ou désirable, mais parce qu'il est inextricablement tien. C'est le feu spécifique qui t'a fondu et t'a permis de mouler à nouveau le métal de ton caractère en une forme plus forte, plus unique. Sans ce feu concret, tu serais une autre personne. Tu serais, presque certainement, une personne plus fragile, plus naïve, plus générique. Ce n'est pas de la pensée positive bon marché, ce n'est pas la loi de l'attraction. C'est la mathématique existentielle, la plus dure et vraie. Ta vie est l'équation. A, tes gènes, ton enfance, plus B, tes traumatismes et erreurs, plus C, tes choix et accomplissements. P si toi, l'être unique que tu es en cet instant. Si tu nies ou essaies d'éliminer mentalement la variable B, l'équation se brise. Tu cesses d'être toi. Tu te transformes en un fantôme, en une version édulcorée et fausse de toi-même. Amor Fati, c'est embrasser l'équation complète avec toutes ses variables, même les négatives. C'est dire, avec la respiration coupée par l'émotion, je veux que ma vie, telle qu'elle fut, telle qu'elle est, avec toute sa douleur et sa gloire, se répète encore et encore, éternellement, dans un cycle sans fin. Et je le veux non par masochisme, mais parce que c'est la seule vie qui est mienne. Par conséquent, ta mission nietzschéenne n'est pas de chercher une vie libre de douleur. Cela est l'illusion du chameau qui veut une étable confortable. Ta mission est de trouver la signification et de forger ta force unique à l'intérieur de la douleur même, et d'utiliser cette douleur transformée comme carburant à haut indice d'octane pour ta volonté de puissance, comme le matériau de construction pour ton chemin vers le surhomme. Le vide, Dieu est mort, n'est plus ton ennemi. C'est ton terrain de jeu infini. La souffrance n'est plus ton bourreau, c'est ton atelier personnel, ton gymnase spirituel. Nietzsche ne t'a pas donné de réponse finale, ni un nouveau dogme pour remplacer le vieux. Il t'a donné des outils de forge pour supporter le fait dévastateur et libérateur qu'il n'y a pas de réponse finale donnée, et pour créer les tiennes propres, avec la joie tragique et solennelle d'un enfant qui, après un tremblement de terre, joue à construire un nouveau monde avec les décombres des cieux qui se sont effondrés. Alors, que reste-t-il? Un message désolant, un débrouille-toi comme tu peux, intellectuel. Non, ce serait une trahison envers Nietzsche et envers toi.
Parce que le philosophe du marteau n'était pas un nihiliste. C'était le médecin qui diagnostiquait la maladie pour pouvoir prescrire le remède le plus dur, le seul qui fonctionne. Nous sommes passés par le diagnostic, Dieu est mort. La fièvre, nihilisme passif. L'antibiotique, nihilisme actif. La reconstitution du système immunitaire, volonté de puissance. Et la vision d'une santé supérieure, surhomme, amor fati. Mais la philosophie qui reste dans la théorie est, pour Nietzsche, une lâcheté. Elle doit descendre dans la boue, dans ta boue, à 7h17 d'un mardi quelconque. Par conséquent, voici le hack, le pont entre l'idée brûlante et l'habitude concrète. Ce n'est pas un décalogue, c'est un rituel matinal de guerre existentielle. Demain, quand sonnera l'alarme, avant de toucher le téléphone, avant de consulter ton anxiété comme si c'était la météo, fais ceci. Dans la pénombre, formule la question nietzschéenne définitive. Que ferais-je aujourd'hui? Comment vivrais-je ce jour si je devais le vivre encore et encore, pour toute l'éternité? Ce n'est pas le « profite du jour » des influenceurs. C'est infiniment plus lourd et plus léger à la fois. C'est la logique de l'amor fati appliquée à l'immédiat. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'épique chaque jour. Il s'agit que chaque petit acte, la manière dont tu prends ton petit déjeuner, le mot que tu dis à un collègue, le travail que tu fais, soit imprégné d'une telle intentionnalité souveraine que tu sois prêt à signer pour sa répétition éternelle. Vas-tu perdre 2 heures sur les réseaux par inertie? Demande-toi, signerais-je pour répéter cette perte d'énergie une infinité de fois? La réponse te guidera, avec plus de force que n'importe quelle discipline, vers tes actes authentiques. Identifie et tue une idole héritée, aussi petite soit-elle, avant midi. La phase du lion n'est pas un événement, c'est une pratique de maintenance. Aujourd'hui, choisis-en une, l'idole de la disponibilité totale. Ne réponds pas à cet email hors de tes horaires de travail, bien que ce soit attendu, l'idole de la positivité toxique. Permets-toi d'être en colère ou triste sans te justifier, l'idole de la productivité comme valeur suprême. Jette 20 minutes délibérément en regardant par la fenêtre sans but. Chaque idole renversée est une brique que tu retires de la prison de ton chameau. C'est du nihilisme actif en dose homéopathique quotidienne. Trouve un moment pour l'expansion pure. Cherche 15 minutes pour faire quelque chose qui n'ait aucune valeur d'échange, seulement une valeur de croissance interne. Apprendre 3 accords sur une guitare. Mémoriser 5 mots d'une nouvelle langue. Essayer de résoudre un puzzle mental. Ne le publie pas, ne le monétise pas, ne l'optimise pas. Fais-le seulement pour la sensation que ton esprit ou ton corps s'étendent d'1 millimètre. Là, tu es en train de nourrir ta volonté de puissance authentique, découplée de l'approbation externe. C'est le muscle du surhomme, ce n'est pas du développement personnel. C'est de l'auto-législation. C'est prendre les outils du philosophe et les transformer en le levier avec lequel tu bouges ta réalité quotidienne. Nietzsche ne te promet pas le bonheur. Il te promet quelque chose de mieux, la propriété sur ta vie. Et la propriété fait mal parce qu'elle implique une responsabilité totale. Maintenant, la fin. Et ici vient ma proposition, mais pas celle que tu attends. Je ne vais pas te supplier de donner un « j'aime » ou de t'abonner. Ce serait transformer cet appel à la souveraineté en une transaction bon marché. Ce serait une pure contradiction. À la place, je te lance un défi gamifié, un test de feu pour voir si cela a vraiment pénétré, ou si ce fut seulement un spectacle intellectuel. La théorie est dans ta tête, maintenant c'est au tour de l'action publique, le premier acte de création de valeur. Va dans les commentaires et écris avec une honnêteté totale une seule chose, l'idole que je tue aujourd'hui est. Cela peut être grand, la croyance que je dois être parfait, ou petit, l'habitude de vérifier les notifications au réveil. Mais cela doit être concret,
cela doit être le tien. C'est le premier acte de nihilisme actif en communauté. Pas pour former un nouveau troupeau, mais pour voir les chaînes que d'autres sont aussi en train de briser, pour trouver du courage dans la synchronie de nos coups de marteau. Le surhomme n'est pas un loup solitaire, c'est un créateur qui a parfois besoin de l'écho d'autres créateurs pour s'assurer qu'il n'est pas en train de délirer. Oseras-tu? Ou vas-tu fermer cet onglet et retourner au bruit avec une idée plus intéressante dans la tête, mais sans une seule fissure dans tes murs? Et pour ceux qui le feront, pour ceux qui sentiront qu'aujourd'hui, ils ont tué quelque chose de vieux et respiré l'air froid de la liberté fraîchement gagnée, ce n'est pas la fin, c'est seulement la fin du tutoriel. Tu as tué Dieu, tu as regardé l'abîme, tu as mis le marteau à ta ceinture, mais construire est bien plus difficile que détruire. Maintenant vient la question monumentale. Comment construit-on un nouveau temple quand les plans anciens ont brûlé? Comment crée-t-on des valeurs qui ne s'effondrent pas au premier coup de vent de doute? Comment vit-on dans un monde sans vérité absolue, sans devenir fou ou cynique? L'étape suivante est la plus dangereuse, parce qu'elle requiert les outils du philosophe le plus inconfortable pour le système, celui qui a disséqué comment le pouvoir non seulement nous opprime, mais nous construit nous-mêmes depuis l'intérieur. Si Nietzsche t'a donné le marteau pour briser tes chaînes, Michel Foucault va te donner le microscope pour voir comment ces maillons ont fusionné avec ta propre peau et le bistouri pour les séparer sans mourir dans la tentative. Parce que la prison la plus efficace n'a pas de barreaux, elle a ton propre consentement. On se voit là-bas, dans la prochaine tranchée.